2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est lundi aujourd'hui. Nous sommes le 11 décembre et c'est reparti pour une nouvelle semaine de votre LGF, votre rendez-vous quotidien de 16h à 18h. Et aujourd'hui, pour m'accompagner en ce lundi, la belle Hanan Zawani. Bonjour Hanan. Bonjour Christophe, salam alaikum chers auditeurs. Comment ça va Hanan? Bah écoute, ça va très bien, j'ai mis mes boots, ma grosse doudoune, Ouais, ça va très bien. c'est l'hiver. Voilà, c'est l'hiver. Avec le vent qui Puis ouais, c'est la souffle. tempête surtout, j'ai vu C'est ça la ce tempête. matin aux informations, j'étais un peu Il paraît que dans le nord il y a de la neige, dans le sud il y a de la pluie et Oui. dans tout le reste il y a du vent. Ouais, des vents à plus de 160 km/h sur l'île de Ré ce matin. Ah ouais, quand même. Oui, c'est grosse tempête là. Une grosse tempête. Bon, alors Hanan, dans ton avis tranché, on va parler de Johnny. Voilà, enfin on va parler de Johnny. Alors mon avis tranché, c'est trop de Johnny tue le Johnny. Et je rajoute qu'on a tous quelque chose en nous de Palestine. Exactement. Voilà. Coup de cœur tout à l'heure. Alors coup de cœur, je tenais absolument à parler des Françaises de confession musulmane qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et là du coup, l'occasion m'en est donnée car une jeune créatrice d'entreprise est en train de lancer sa boutique de ligne en vente de tableaux photographiques et d'objets déco pour les passionnés d'art islamique et oriental. Donc je vais en profiter pour parler de Hasna Sedin Zain. Très bien. Voilà, Alors, din comme le din. le din, D, oui. deux E, Oh, très N, bien. Voilà. On mettra à l'honneur donc cette dame tout à l'heure dans le cadre du coup de cœur de Hanan Zawani sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus. 01 40 30 39 000. Vous voulez le programme? Le voici. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, le président français Emmanuel Macron a appelé le Premier ministre Netanyahou à des gestes courageux envers les Palestiniens, citant notamment le gel de la colonisation. La France peut-elle avoir un rôle dans le règlement de la crise au Moyen-Orient? Nous en reparlerons tout à l'heure. Algérie, à la suite de la visite du président français Emmanuel Macron mercredi dernier à Alger, la feuille de route a été écrite dans le renouveau des relations algéro-françaises. Détail tout à l'heure. France, Laurent Wauquiez élu à la tête des Républicains. Est-ce une bonne nouvelle pour les LR? C'est ce que nous verrons tout à l'heure. La question LGF du jour, depuis l'annonce de la mort de Johnny Hallyday mercredi dernier, les médias en ont-ils trop fait selon vous? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Libertad pour terminer tout à l'heure, 01 40 33 9000 pour vous exprimer en toute liberté. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 pour ce lundi 11 décembre. C'est parti jusque 18h avec Hanan Zawani qui est avec nous aujourd'hui pour vous accompagner bien sûr. Tiens, je vous donne le programme de la semaine. Demain, Youssef Brakni qui fait son retour après quelques semaines d'absence avec Osin Ras. Mercredi, ce sera Nadir Kaya et Nasser Lajili. Jeudi, Nadia Lazouni. Et vendredi, Mourad Goual. Pour l'instant, ça risque d'évoluer évidemment. Pour ce qui est des intervenants qui vont donc intervenir avec vous cette semaine. Monsieur Mamie est pas là vendredi. Il n'est pas là, non, effectivement, Ah, ok. ce vendredi. Alors, c'est parti jusque 18h, donc vos appels 01 40 33 9000. Avec un premier appel, avant de parler de la question du jour. Aujourd'hui, les médias ont-ils trop fait sur la mort de Johnny Hallyday? Et sur Facebook, c'est un véritable raz-de-marée pour ce qui est des votes, beaucoup de votes aujourd'hui, et une grosse majorité, je crois, de oui. Les médias en ont trop fait. Fatima qui nous appelle au 01 40 33 9000 et Fatima qui est énervée, qui a un coup de gueule à passer. Bonjour Fatima. Bonjour Christophe et bonjour cher Hanan. Bonjour Fatima, Euh, ça fait plaisir de vous entendre. Donc moi je voudrais répondre à monsieur Finkielkraut qui a trouvé que il n'y avait pas de sous-chiens, c'est-à-dire les sous-chiens, c'est-à-dire les Français de souche. Ouais. Il n'y avait que les Français de souche, il n'y avait pas les autres. Parce que pour lui, les gens de banlieue ce sont pas des Français de souche, pas des Français à part entière. Et donc, moi, je suis passée par les champs, j'étais au champ, j'ai rencontré pas mal de Maghrébins, de jeunes et tout. Et comme nous, contrairement à lui, physiquement, on est plus blanco que ceux qui parlent des blancos. Donc, on peut pas nous différencier. À part si on va, la prochaine fois, on va mettre un croissant sur le front. Comme ça, ils vont nous reconnaître. Ils vont dire, ah, tiens, c'est des musulmans. Et donc, alors que lui n'est pas parti, il a dit ce matin sur une antenne que, comme quoi que ça l'intéressait pas, que Johnny, nous, la mort, ça nous intéresse. On est touchés par quand quelqu'un est mort. Et donc, moi, je voudrais lui dire qu'il y avait énormément de gens et que cette haine qu'il a en lui,
Il n'a qu'à l'arrêter, parce que c'est trop. Et moi, je me dis que des fois, quand il y a des gens qui pètent les plombs dans les banlieues ou je sais pas où, eh ben je leur en veux pas. Parce qu'ils sont insultés à longueur de journée. Et donc voilà. Je voudrais dire aussi à Hanan que le rassemblement de République, c'était magnifique. Oui. Il y avait énormément de gens, 3000 énormément personnes, à de peu près entouré de CS. Pardon? À peu près 3000 personnes, elle était bien. Ouais, c'est les chiffres qui reviennent. Oui. Entouré de CRS comme si je sais pas quoi. Il y avait une énergumène qui est en train de crier. Je sais pas si vous l'avez vu. Sur les vidéos, en tout cas, on a vu des belles vidéos, des belles images du drapeau palestinien. Alors c'est vrai qu'il y avait, pour le coup, il y avait énormément de monde. Voilà. Et il y avait il y avait des Français, des Maghrébins, voilà, c'était un vrai mélange. Voilà, c'était assez mélangé. Donc voilà, ça c'était. Mais vous savez, pour revenir sur Finkielkraut, vous êtes énervés, on est tous énervés. Aujourd'hui, il en a pris pour son grade dans tous les médias français. En tout cas, ce matin, je suis passée sur toutes les chaînes de télé, BFM, LCI, France 24, tous. Ils ont donné une tribune à BFM. Moi, j'ai pas la télé, mais ils ont donné par la radio. Oui, mais ils ont tous dénoncé effectivement le terme qu'il a utilisé, tous dénoncé effectivement que intellectuellement aujourd'hui, il était totalement renfermé dans ce discours où il va viser l'islam. Comment tu peux savoir s'il y avait des... Moi personnellement, surtout qu'à la télé. Moi, si je me mets maintenant devant lui, il peut pas me reconnaître. Il peut pas dire que c'est une... Parce que les Maghrébins, peut-être que les Africains, ils sont reconnaissables à leur couleur de peau, mais nous, les Maghrébins, il peut pas nous... Énormément de Maghrébins, on est plus blanc que lui, des yeux plus clairs que lui. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais surtout que on a eu l'occasion de regarder l'enterrement de Johnny samedi. À l'écran, il y a 15 millions de gens qui ont regardé la télé, qui ont suivi le... Oui, effectivement, près d'1 million de personnes sur place. En tout cas, c'est les chiffres qui sont avancés. Et oui, il y avait énormément de Français de souche. C'est normal, c'est son public, c'est le public qui l'a suivi depuis toutes ces 58 ans. Mais il y avait aussi des Noirs, il y avait aussi des Arabes. En tout cas, c'était... Enfin voilà, on a vu de tout. Non, la prochaine fois, il faut qu'on se mette un croissant sur le front, comme ça il peut nous reconnaître. Exactement. Il y a un statut assez rigolo ce matin qui disait de Nadir Dendoun, j'en profite pour lui passer le bonjour, où il disait apparemment les gens du 93 maintenant on doit se balader avec un espèce de un truc écrit 93 pour que on voit qu'on est du 93. Et quand vous savez qu'un pareil monsieur il est à France Culture, qui est une radio d'État, quoi. Non, mais il est partout, on l'entend partout. Il est en train d'insulter les musulmans comme ça, et pas les musulmans, les Français. Nous sommes Français à part entière. Merci pour cette intervention. Merci Fatima. Merci Fatima, mais vous savez, il faut pas non plus. Christophe, oui. Je vais vous ajouter quelque chose. Dites-moi. Dimanche, il y a eu l'interview du ministre de l'Éducation. Oui. Pendant une demi-heure, c'était sur l'école des musulmans de foulard. J'ai écouté. Et vous avez écouté? Oui, que j'ai écouté, bien sûr. Mais moi je savais pas que dans les alors ils disent que le foulard est interdit. Les jeunes filles dans le primaire ne peuvent plus mettre de foulard. Oui, ça fait longtemps. À la porte on leur met un miroir pour qu'elles puissent arranger leur foulard. Plus la ficelle est grosse, plus elle est... Moi je ne mets pas de foulard, je suis anti-foulard, mais je crois que je vais finir par le mettre. Pour faire CHIER tout le monde. Voilà. Fatima, restez comme vous êtes. Je t'apprécie beaucoup. Restez comme vous êtes, cher frère Fatima, en tout cas. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Mais vous savez, je pense qu'il ne sert pas à grand chose non plus d'accorder plus de temps qu'il en mérite à ce pseudo-intellectuel qui n'en est pas un. On en parle parce que les médias ne cessent de l'inviter, Christophe. Là, il vient tout le souci. Donc, on a quelques-uns. C'est pathologiquement malade, quoi. Oui, on a quelques intellectuels qui dénoncent son discours, mais en même temps, toutes les semaines, il passe à la radio ou à la télé. Oui. Je rappelle que ces propos ont été tenus sur une radio qui s'appelle RCJ, radio juive, donc au micro d'une certaine Elisabeth Lévy. Donc voilà, faut pas non plus. Il est avec ses amis, quoi. Voilà. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Toute l'équipe. Oui, qu'est-ce qui se passe, Méziane? Ouais, je suis pas content du tout. Pourquoi? Finkielkraut là, il devrait être viré de la radio nationale, c'est-à-dire de France Culture.
Bah, envoyez des lettres Et- au CSA, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, quand vous êtes énervé? Il faudra qu'on envoie agissez, des lettres. quoi. Moi, je vais lui envoyer une lettre, là. Je vais C'était lui hier dire, matin, ouais. hein. Hier matin, sur radio, RCJ. Il est provocateur, au même titre que, je crois, Macron a reçu Benjamin Netanyahou, il aurait Oui. pas dû le recevoir. Ouais, c'est de la politique. Il aurait dû lui dire, écoute, tant que tu approuves le fait que Jérusalem deviendra la capitale d'Israël, je ne peux pas te serrer la main, ni te recevoir, tant que tu n'as pas changé de position. Le fait de le recevoir, c'est lui donner trop d'honneur, alors que c'est un gars... C'est un rendez-vous qui comme était prévu, Donald Trump. c'est un rendez-vous qui était prévu avant, hein, je précise. Malgré tout, même s'il l'a donné avant, il peut le décommander. Et je trouve que le fait qu'il l'ait reçu, c'est une certaine manière, c'est pas bien ce que tu fais, mais bon, on va essayer de trouver une autre solution pour Non, mais arnaquer des Arabes. Le pire, Méziane, c'est qu'il est reçu lors de la journée internationale des droits de l'homme. Ouais. Voilà, c'est là où... Les droits de l'homme, c'est les droits des sionistes surtout. Ouais. Il n'y a pas des droits de l'homme avec des gens comme ça. C'est que des rapports de force. Maintenant, après, Donald ce Trump. qui se passe aujourd'hui, c'est que Netanyahou, il est reçu en France. Là, il est en train de faire sa tournée de l'Europe. Ouais. Il est reçu Ouais. partout aujourd'hui. Ben oui, mais Voilà, c'est- il est, le son problème, action est c'est que légalisée. ces sionistes-là, ils ont un pouvoir incroyable. Et je vois pas pourquoi ils ont ce pouvoir. Comment pouvez-vous l'expliquer? Bah parce que ça Puisqu'ils ont fait bafoué, plus de depuis 60 ans l'origine, qu'ils ils ont bafoué travaillent. toutes les résolutions. Ça fait plus de 60 ans qu'ils travaillent à ça, qu'ils établissent des relations diplomatiques avec tous Et les qu'est-ce pays qu'ils font, du nous, monde. qu'est-ce qu'on fait, nous, les Arabes, qui sont nos soutenus. intellectuels, ils font quoi? Ah bah nous effectivement on râle, on change nos photos de profil sur Facebook, excusez-moi la petite blague. Nous en tant que peuple, en tant que citoyen évidemment qu'on dénonce. Après la responsabilité elle va effectivement à nos chefs d'État. Le problème, excuse-moi, je me rappelle plus de ton prénom, c'est Hanan, je crois, non? Hanan, oui. Oui, Hanan, oui. excuse-moi. Le problème, c'est qu'il y a un dicton qui dit les chiens aboient et la caravane passe. Non, mais là, le souci qu'on a, c'est les soucis de nos chefs d'État. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'Égypte, je sais plus quelle autre, et la Jordanie a signé une déclaration de non-guerre avec Israël. Donc, c'est-à-dire que déjà, eux, ils ont légitimé leur relation avec eux, et qu'aujourd'hui, Et la Jordanie, Voilà. l'Arabie Saoudite. Alors l'Arabie l'Arabie Saoudite, c'est plus Saoudite, complexe, hein. elle a pas traité ce traité de paix. Donc l'Égypte et la Jordanie l'ont fait. Aujourd'hui, au-delà de ça, ce qui est encore plus dramatique et que j'arrête pas de dénoncer, c'est le fait qu'on commerce avec un État colonial. C'est là où c'est très grave. Ouais. Les relations diplomatiques, c'est une chose. Tous les pays le arabes, commerce, c'est autre chose. Tous les pays arabes, tous les peuples des pays arabes et musulmans devraient manifester tous les jours en C'est ce qu'ils disant font. à leurs gouvernants, on en a marre de votre soumission. On en a marre. Aujourd'hui, vous savez, au Maroc, où Hier, malheureusement, on a le roi du Maroc, qui a des très bonnes relations avec Israël. On va pas s'en cacher. Le peuple, Mais je lui, crois qu'il est sioniste lui-même déjà. alors je sais pas ce qu'il est, mais en tout cas, Oui, je dénonce cet état c'est un sioniste déguisé en musulman, lui. Voilà, je dénonce cet état de fait. Le peuple, lui, Oui. il manifeste. Calmez-vous, Ils ont manifesté dimanche. Ouais, absolument. C'est des citoyens qui manifestent énormément pour la cause palestinienne. Mais aujourd'hui, ils sont pas Même les entendus. Tunisiens, hein. Les Tunisiens ont Le été seul très pays- nombreux. Le seul Oui. pays qui a une dignité, enfin les deux seuls pays, c'est la Turquie et l'Iran. Ce ne sont pas des Arabes. La Et- Turquie, ce qu'il faut savoir aussi, je suis d'accord avec vous, effectivement, Erdogan, c'est un peu le porte-parole de la cause palestinienne, mais j'ai appris ce week-end que c'était la Turquie qui fournissait de l'eau à Israël. En tout cas, non, il on risque de comprend rompre, plus rien, alors, c'est le bordel. de rompre les relations Voilà. d'après Je ce qui crois se. que le salut des Palestiniens ne viendra jamais des gouvernants des pays arabes, quels qu'ils soient, ni des pays musulmans. Non. Il viendra que des peuples. Et c'est les peuples qui devraient sortir dans la rue tous les jours Mais les peuples, pour dire on Viviane. arrête votre politique de soumission auprès des États-Unis et d'Israël. je suis d'accord avec vous, mais ce qui se passe, c'est que les peuples, ils veulent aller en Palestine, les soutenir, mais même pour avoir des aides humanitaires qui arrivent d'ailleurs, c'est bloqué. C'est-à-dire que les frontières sont totalement fermées, on peut rien faire. On devrait, moi je propose à Christophe et à monsieur, le directeur de la radio là, Monsieur Mamie, oui, je leur propose d'organiser un bateau
Un bateau, on va tous cotiser, puis on va tous y aller. On rentrera pas, on n'y arrivera pas. Il y a plein de bateaux qui ont été faits par des femmes notamment. Et on verra ce qui se passera. Ils ont été arrêtés avant. Bah oui, ils sont raisonnés rapidement. Avant d'arriver. Je voudrais jeter un petit pavé dans la mare. Vous savez qu'il y aurait eu ce week-end des manifestations d'empêcher par le pouvoir algérien de soutien à la Palestine ce week-end. Donc c'est très étrange cette histoire. Voilà. Alors c'est peut-être pour des questions de sécurité. On n'en sortira jamais tant qu'on aura des pouvoirs et des gouvernants qui sont à la botte du FMI, qui lui-même est à la botte d'une banque mondiale et qui est dirigé par je ne sais qui. Bon, allez Méziane, va prendre ton thé là, je crois que c'est l'heure à mon avis. 01 40 33 9000 évidemment, vous avez l'air bien réveillé là pour le coup, bien remonté pour ce lundi. Allez, c'est parti justement, on va en parler. Tiens alors, sur Facebook, t'as pu voir, je crois que c'était 86% de mémoire. Exactement. 86% de gens qui pensent qu'on en a trop fait sur la mort de Johnny, que les médias en ont trop fait sur la mort de Johnny Hallyday. Vous pouvez évidemment nous donner votre avis au 01 40 33 9000 si toutefois vous avez envie. N'hésitez pas en tout cas à aller voter sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Alors, vous savez que depuis ce matin, Netanyahou s'entretient avec les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles. Il est le seul autour de la table à défendre la décision prise par les États-Unis. Enfin, le seul, pas vraiment, puisqu'il y a quand même 3 pays qui ont refusé un petit peu cette union, j'allais dire, européenne, à l'image de la Hongrie. Qui souhaite imiter la décision de Donald Trump, transférer en tout cas, ça elle l'a fait savoir rapidement. Et je pense qu'il y a deux autres pays, Nana, je crois. Exactement, voilà. C'est vrai que j'étais assez étonnée ce matin, donc du coup j'ai fait mes petites recherches sur ces 3 pays qui ont refusé de signer la déclaration commune de l'Union européenne sur le statut de Jérusalem. Donc on apprend en fait que l'État hébreu depuis assez longtemps, donc depuis déjà 2 ans en arrière, en fait, a vraiment créé des liens privilégiés avec Athènes, donc avec la Grèce notamment, plusieurs pays des Balkans, dont la Hongrie et la Roumanie, et que du coup, il parvient en fait par ce biais-là à atténuer les positions de l'Union européenne contre la colonisation. Donc ils ont fait Netanyahou entre autres, et puis tout son corps diplomatique, ont fait un vrai travail de lobbying. Effectivement. Là-dessus. Alors, sachez quand même que l'Europe s'est vite exprimée par rapport à cette décision de Donald Trump. L'Europe a déjà critiqué cette décision. Un obstacle, d'après donc l'Europe, au processus de paix. La marge de manœuvre, en tout cas diplomatique, de Netanyahou est donc très limitée. C'est l'analyse, en tout cas, de l'historien Frédéric Chilot, qui est spécialiste d'Israël. Tiens, je savais pas que ça existait. Benjamin Netanyahou arrive avec une grande victoire diplomatique, qui est la reconnaissance par Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et il arrive en Europe dans un terrain qui n'est pas conquis, puisque les Européens et les Français en premier s'opposent à cette reconnaissance américaine. Donc il lui faut convaincre ses alliés du bon intérêt de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Bien entendu, il est loin de gagner la partie, puisqu'il y a une opposition qui est franche, qui se caractérise et qui sera présentée aussi au Conseil de sécurité. Donc il aura à faire là en fait une fronde des alliés de Trump contre cette décision unilatérale de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Oui, en l'occurrence, ça va être très compliqué. Frédéric Chilot, donc auteur du livre La politique française à l'égard d'Israël, donc c'était chez nos confrères de RFI. Vous savez que même aux États-Unis, là, il a fait cette déclaration fracassante parce qu'il devait la faire. Mais même aux États-Unis, en fait, ils sont en train d'étudier dans combien de temps dans combien de temps l'ambassade sera transférée à Jérusalem. Ça prendra beaucoup de temps. Est-ce que par rapport aux intérêts des Américains, est-ce que cette décision sera vraiment confirmée? Effectivement, on va voir en tout cas Netanyahou qui s'est d'ailleurs exprimé ce matin, juste avant le début de sa rencontre avec les ministres des Affaires étrangères. Jérusalem est la capitale d'Israël, personne ne peut le nier, dit-il. Cela rend la paix possible, car reconnaître la réalité est la substance de la paix. Fin de citation. Ok, je vous laisse un petit moment de silence, histoire de bien digérer. Il s'est exprimé aussi hier, évidemment, après sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron. Il en a notamment profité pour répondre très sèchement au président turc
Quelques heures plus tôt, vous le savez, Erdogan a qualifié Israël d'État terroriste, l'accusant de tueur d'enfants. Ankara annonce depuis plusieurs jours d'ailleurs qu'il veut prendre la tête de la contestation contre la décision américaine. Le président avait accusé Donald Trump de plonger la région dans un cercle de feu, mais ses propos sur Israël ne passent pas auprès de Netanyahou. Nous n'avons, dit-il, aucune leçon à recevoir de la Turquie. Sans nul doute que là ça va quand même monter d'un cran entre les deux, avec mercredi cette réunion attendue très importante donc du côté de la Turquie, réunissant pas mal de pays musulmans et notamment l'Iran, et va y avoir donc on va discuter sanctions et la Turquie, on se dit en tout cas que la Turquie pourrait annoncer rompre ses relations avec Israël. Peut-être qu'ils vont les rompre, mais moi sur les dernières analyses politiques que j'ai lues, et j'ai envie d'y croire, hein, je dis pas que j'ai pas envie d'y croire, mais toutes les dernières analyses politiques disent que effectivement le monde arabe se réunit, c'est une bonne chose, condamne, mais qu'en réalité ils sont tellement divisés que ils arriveront en réalité à rien faire, en tout cas pas à une décision qui va venir contrebalancer celle de Trump de ce transfert d'ambassade. Donc on attend avec impatience ce qui va se passer mercredi. Il y a une réunion samedi également. Oui. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? La réunion de samedi, attends, c'était où? Il y avait une réunion des de la Ligue arabe. Voilà, de la Ligue arabe, oui. Donc comme d'habitude, rien de spécial, oui. Ouais, rien de spécial. De la Ligue arabe, quoi. Après voilà, ce qui peut être vraiment attendu, c'est que on est les Turcs et les Iraniens qui arrivent à s'entendre, voilà, et puis à prendre des décisions communes. Et là, pour le coup, ce serait un très bel éclat, je trouve. Effectivement, une belle alliance pour le coup. Oui. En tout cas, donc Netanyahou était à Paris donc hier. Le Premier ministre israélien reçu à l'Élysée, qui a rappelé les liens qui unissaient à la France et à son président, qu'il qualifie d'ailleurs d'amis, soulignant qu'être ami ne signifie pas être d'accord sur tout et pour cause. 4 jours après l'annonce donc de Donald Trump, sur le statut de Jérusalem, Netanyahou déclare que la paix pourra donc progresser uniquement si les Palestiniens reconnaissent eux aussi la ville comme capitale d'Israël. Réponse d'Emmanuel Macron: il faut donner sa chance à la paix. If peace of change, a-t-il annoncé en anglais. Écoutez le président français qui s'est exprimé en conférence de presse. La France tient à ce que la paix soit construite dans la durée dans la région. La France tient à ce que 2 États en paix, avec des frontières internationalement reconnues, puissent voir le jour. Et dans ce contexte, j'ai en effet ainsi expliqué au Premier ministre Netanyahou ma désapprobation des déclarations récentes du président des États-Unis, que la France juge contraire au droit international et dangereuse pour la paix. Dangereuse pour la paix parce qu'elle ne me semble pas servir à court terme la cause de la sécurité, y compris d'Israël et des Israéliens eux-mêmes. La France demeure convaincue que la seule solution est de permettre l'établissement de 2 États vivant côte à côte en paix, et que cela peut émerger par la négociation. Et j'ai invité le Premier ministre, en tout cas, à mener des gestes courageux en direction des Palestiniens pour sortir de l'impasse actuelle. Voilà, ça c'était donc extrait de la conférence de presse donc commune d'Emmanuel Macron et Netanyahou hier à l'Élysée. Alors devinez comment il a commencé cette conférence de presse, Anan? Eh bien, écoutez. Il a tutoyé le... Non, il a parlé d'Israël. C'est très important de recadrer les choses avant toute chose, avant avant de prononcer quelques critiques comme il vient de le faire, hein. Il a commencé par ceci. Tout ce qui menace la sécurité d'Israël et des Israéliens est condamné par la France avec beaucoup de fermeté et de clarté. Israël est un pays ami avec lequel nous avons un dialogue franc, direct et une collaboration étroite, et nous ne saurions accepter quelque forme d'attaque ou de terrorisme que ce soit. Voilà, c'était bon de le rappeler quand même, hein. Voilà, pour Emmanuel Macron en tout cas. Il a aussi condamné les attaques éventuelles des Israéliens. Donc il a aussi dit ça dans son discours. Il a condamné des 2 côtés. En tout cas, il a alerté sur les dérives possibles des 2 côtés. Après, le fait qu'on commence effectivement par Israël, c'est peut-être un peu plus fort. Là, ce qu'il apparaît en fait par rapport à Monsieur Macron, c'est qu'effectivement, il a un discours très clair. Du coup, il a pas du tout la langue de
bois. Donc il se réfère directement au statut de Jérusalem. Il dit que effectivement aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas un accord de fait, on peut pas statuer sur le fait qu'Israël soit la capitale, le fait que Jérusalem soit la capitale d'Israël. Il remet en avant cette proposition de 2 pays avec pour capitale commune Jérusalem, mais surtout il est très très prudent et on voit qu'il a absolument pas envie de s'embarquer dans un dossier qui est un petit peu piégé, quoi. Oui, Nora est avec nous. Bonsoir Nora. Bonsoir, écoutez, je vous appelle, je vous remercie de laisser au moins la possibilité aux gens de parler. Avec grand plaisir. Bonjour Nora. Parce que on se sent frustré, sinon parce qu'on a tellement de choses à dire. Alors, et je voulais dire pour commencer sur Johnny, c'est vrai qu'on a marre. On peut pas imposer aux gens une pensée unique. Si être comme ils disent, avoir quelque chose en nous de Johnny, moi personnellement, je suis pas fan. Vous savez, aujourd'hui en France, faut suivre un certain courant de pensée. Et ça, je suis pas d'accord. Je trouve que la vie, elle est faite de différences. Il faut respecter ces différences. Ouais. Qu'est-ce qui fait la richesse dans la vie? C'est que, Christophe, ce que j'aime en vous, vous êtes différent de moi, mais je vous respecte. Je suis différente de vous, on se respecte mutuellement. Exact. C'est ça qui fait la richesse en nous. On se complète, on se ressemble pas. Moi, c'est pas parce que, et comme disait Sophie Kierkegaard, qui est animé d'une certaine haine, que je pense qu'il doit très mal dormir, parce que quand on est animé de la haine, c'est quelque chose de très négatif, on dort très mal. Vous n'avez pas vu, quand il parle, il est agité. Ses membres tremblent tout entièrement. Moi, quand je parle, c'est vrai, c'est l'émotion qui me fait parler, qui fait que je parle assez vite. Mais lui, il n'a même pas une émotion d'humanité. Il est constamment en train de taper sur les musulmans. Qu'est-ce qui lui en fait, les musulmans? D'accord. Vous savez, quand on parle, et aujourd'hui, c'est ce qui lui permet d'exister médiatiquement. Attendez, excusez-moi, mademoiselle. Je parle à Christophe, avec tout le respect que je vous dois. Et quand je parle de Gisberg, il y a quelques semaines, il est venu chez Ali Badou, et il disait que la gauche était la gauche islamique, était la gauche dans l'islam gauchiste. C'est pas vrai. La gauche, elle a commencé par le sionisme. Faut bien remettre les pendules à l'heure. L'islam, la pauvre aujourd'hui, on l'attaque parce qu'il y a une expansion de l'islam. Là, c'est la religion la plus noble qui soit. Elle commence à finir. Et attendez, ce que je veux envie de dire, que Finkielkraut qui n'arrête de taper dessus, nous, s'il était intelligent, on n'a rien à lui dire, qu'il ne casse pas les pieds, qu'il nous lâche. Et je voulais dire que par rapport à l'Algérie, je suis vraiment déçu que l'Algérie ne laisse pas une ouverture à l'indépendance. Je suis triste que les pauvres Algériens aujourd'hui, ils sont quand même comme en otage d'une certaine vie qu'on leur fait subir. Et je voulais dire, même qu'importe, je sais qu'on est entendu partout, parce que l'Algérie, vous savez, c'est comme tous les autres pays, elle vous écoute. Vous savez, Salah, je sais pas quoi, le major de l'armée, qui donne la possibilité aux Algériens de vivre une autre vie. Et Bouteflika, il a fait 100 ans. Tout à son honneur, il a arrêté une décennie qu'on a subi. Aujourd'hui, que son frère et tout le reste, qu'il laisse les Algériens voter, anticiper un vote normal. Que, vous savez, qui comprennent ces gens-là, qu'un jour où on meurt et qu'on a des comptes à rendre à son bon Dieu. Ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont éternels, qu'ils laissent le pauvre Algérien voter. Merci Nora. Bon, fait une petite revue de presse pour le coup là. Bon, voilà, essayons quand même de rester sur un sujet et d'y répondre. Les revues de presse, en l'occurrence, ça sera pour plus tard. Bon, allez, dans un instant, on va reparler de Johnny avec Anan Zawani dans son avis tranché. Trop de Johnny, tue Johnny. C'est ce que va essayer de nous expliquer Anan Zawani dans son avis tranché, à suivre dans un instant. Et puis on va aller en Algérie pour parler de 2 choses en Algérie. Pour parler de ce qui s'est passé vendredi la semaine dernière avec la rencontre entre Bouteflika et Macron à Alger, et aussi entre les 2 premiers ministres à Paris. Et on a découlé quelques accords et pas des moindres. Et puis on va parler d'un rapport de la Ligue des droits de l'homme qui s'en prend sur la liberté d'expression en Algérie. À tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous, et voici, si vous le voulez bien, mesdames, messieurs, l'avis tranché de Anan Zawani pour ce lundi. Jingle, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Et vous allez pouvoir réagir à cet avis tranché pour le d'accord, pas d'accord, juste après en nous appelant au 01 40 33 9000. Alors, trop de Johnny tue Johnny, selon Hanan Zawani. Exactement. Trop de Johnny tue le Johnny. Alors on te souhaite le repos de l'âme, mais nous, on a tous en nous quelque chose de Palestine. Chers fans de Johnny, on comprend votre tristesse. Cet artiste avec qui nous sommes nés, avec qui nos propres enfants sont nés, et même avec qui nos parents ont grandi, a touché toutes les générations, car justement, il a su traverser le temps. De sa première apparition à sa mort, 58 ans se sont écoulés. Comme les 1 million de personnes présentes entre les Champs-Élysées et l'église de la Madeleine, sans compter les 23 millions de téléspectateurs, évidemment que nous sommes touchés en pensant tout particulièrement à ces 2 petites filles, Joy et Jade, orphelines de leur père dès leur plus jeune âge. Mais, car il y a un mais, Johnny, car il est une icône, a pris toute la place depuis 5 jours, comme si le monde entier s'était arrêté de tourner. Lui n'y est pour rien, mais quelle indécence de ces chaînes de télévision de n'avoir parlé que de ça. Oui, on vous connaît, on a l'habitude, le conflit israélien n'est pas votre sujet préféré. On a pratiquement interdiction d'importer le conflit, nous dit-on, depuis des années. Après, je dirais, ça dépend dans quel sens. Aujourd'hui, lors des événements qui ont eu lieu et qui sont gravissimes, Christophe, donc c'est-à-dire la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël, on n'a pratiquement aucun média qui en a parlé, ou sur 2-3 minutes de temps de parole, et on a été abreuvé par du Johnny. Donc sur Twitter, on a énormément de personnes effectivement qui ont dénoncé cet état de fait. Donc aujourd'hui, j'ai juste envie de dire que je lui souhaite le repos à Johnny, mais que malheureusement, par cet événement, les médias, peut-être que ça les arrangeait, je ne sais pas, du coup, ont totalement pas du tout parlé de cet événement qui est gravissime. Donc j'invite les auditeurs à venir en parler avec moi tout simplement. 01 40 33 9000, d'accord ou pas d'accord avec Hanan Zawani sur sa position concernant la mort de Johnny Hallyday, qui d'ailleurs fait référence à la question que l'on pose aujourd'hui, je vous la rappelle, à laquelle vous pouvez voter sur le Facebook de la radio France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Est-ce que les médias ont-ils trop fait concernant la mort de Johnny Hallyday? Vous répondez à cette question et pour l'heure vous êtes une grosse majorité à penser que oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Samir, alors d'accord ou pas d'accord avec Hanan? Non, moi je suis entièrement d'accord avec Hanan et je pense que la mort de Johnny les a bien arrangés aux médias. Alors pourquoi les arranger qui? Ils ont camouflé tout ça, on n'avait pas besoin de parler de la Palestine. On parlait que de Johnny, les gens ils étaient là, oui, Johnny. Ils ont parlé que de ça, Johnny au boulot, Johnny, et personne n'a parlé de la Palestine, de ce qui se passait en Palestine, ça c'est grave. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le sentiment que j'ai eu, c'est que effectivement, on a fait référence à cette icône. C'était un passage obligatoire, mais que du coup, ça a servi aussi de prétexte. Malheureusement, on pourra pas refaire l'histoire, mais j'aurais été quand même bien curieuse de savoir si on n'avait pas eu cet événement majeur pour la France, on va dire, comment aurait été traité l'information. Il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir absolument, Christophe, et qui est hyper important, qui m'a extrêmement choqué, c'est que du coup on avait quand même des informations sur France 24, donc le canal 33, donc là ils ont été un petit peu plus équitables, on va dire, mais par contre à 2 reprises, 2 journalistes en parlant des journées de la colère ont pas utilisé ce terme-là, on dit les journées de la rage. Ça m'a extrêmement choqué. Alors je sais pas si les auditeurs ou peut-être toi Christophe, c'est une appellation nouvelle qui a été donnée ou si c'est encore une manipulation, mais ce terme-là de journée de la rage, c'est une erreur de langage peut-être. Non, 2 fois. À 2 reprises, oui. À 2 reprises, parce que quand on a une première journaliste qui l'a fait, je me suis dit bon, j'ai réagi intérieurement. On va demander à Sofiane dans un instant. Et une deuxième fois, un autre journaliste a pratiquement 24 heures de différence, quoi. En tout cas, merci beaucoup, cher Samir. À bientôt. Merci à vous. À bientôt et continue de rester à l'écoute, évidemment. Alors il y a Bena Gila qui dit il faut se bouger au lieu de parler. Bena Gila, nous on veut bien se bouger et on se bouge, on essaye d'aller on essaye d'aller en manifestation, on dénonce comme on peut, mais en tant que citoyen, je sais pas si tu as une solution, donne-la nous. Moi aujourd'hui je la vois pas.
C'est pas à nous de nous bouger, c'est aux États de bouger. Ça, c'est dirigeants arabes qui aujourd'hui se sont totalement divisés, de s'unir et de donner une réponse ferme et définitive à ce conflit, qui est de dire on boycotte tous les produits qui viennent d'Israël, on arrête de commercer avec eux. Maintenant, c'est un État de droit entre guillemets, donc on est obligé d'avoir des relations diplomatiques avec eux, mais voilà, des relations diplomatiques. Voilà, si vous voulez revoir d'ailleurs l'avis tranché d'Alain Zawani, vous allez sur le Facebook France Maghreb 2. On accueille Sofiane qui est avec nous. Salut Sofiane. Salut Christophe, salut Hanan, salut tout le monde. Ah, salam Sofiane. Tu peux rajouter le son du coup comme ça? Oui, alors Sofiane, on t'écoute. Oui, moi je voulais parler juste de la cause palestinienne et en même temps d'essayer de donner certaines informations afin de comprendre, parce que je pense que vraiment on va dériver un peu en parlant des dirigeants arabes. Je pense pas que les gens ne sont pas dupes et voir aujourd'hui que les dirigeants arabes en grande partie ont vendu cette cause palestinienne pour différentes raisons. Soit ils sont des sionistes parce qu'il faut pas s'attarder que le sionisme a touché que la religion juive ou que la religion chrétienne. Aujourd'hui, il touche il y a des sionistes musulmans. On a bien vu que des gens qui ont œuvré pour ce plan, à savoir de donner cette hégémonie totale, parce qu'en vérité c'est ce qui se passe, c'est une hégémonie totale de l'Israël dans cette région du Moyen-Orient, afin que les États-Unis aillent s'occuper de l'Asie du Sud-Est. Et après, maintenant, dire que les dirigeants arabes à se poser des questions, je pense qu'on est en train de perdre du temps. Moi, je me pose la question, où sont les peuples arabes? Parce que quand vous avez un pays comme l'Égypte, où vous avez 100 millions d'habitants, et vous avez 1500 personnes qui manifestent, et même pas devant l'ambassade d'Israël de chasser cet ambassadeur, il y a des questions à se poser. De la même manière en Jordanie. Moi, des pays comme la Turquie, qui détiennent encore, qui ont des relations diplomatiques avec l'État d'Israël, il y a des questions à se poser. Après, deuxième chose, moi, ce que vient de dire Trump, ce n'est pas un acte isolé ou un acte d'un fou comme on essaye de nous le présenter. Il n'a fait qu'exécuter une résolution qui a été votée par les deux chambres américaines en 1995, c'est-à-dire à l'époque de Bill Clinton, considérant Jérusalem unie. Il faut bien savoir, parce que moi je suis parti lire ce qui était écrit exactement, c'est Jérusalem unie comme capitale de l'État d'Israël. Ça, c'est une loi qui a été votée dans les deux chambres avec une majorité absolue, que ce soit au Sénat ou au Congrès américain, en 1995. C'est-à-dire à l'époque, à l'après Oslo de 2 ans. Alors, pour comprendre aujourd'hui ce qu'on est en train de vivre, c'est un long cheminement qui a commencé depuis Oslo et qui est passé par des guerres, la guerre de l'Irak, la guerre contre le Liban en 2006, la guerre contre la Syrie, la guerre contre le Yémen. C'est-à-dire un ensemble d'événements qui devait en finir avec Jérusalem comme capitale d'Israël, et là, l'État juif d'Israël, et ne pas s'étonner demain de voir la mosquée d'Al-Aqsa détruite. Parce qu'aujourd'hui, il y a des constructions qui se font au niveau des tunnels, il y a des tunnels pour la reconstruction du temple de Salomon, et ne pas s'étonner demain que la communauté musulmane se réveille avec la mosquée d'Al-Aqsa qui est détruite. Et qu'est-ce qu'on verra? Rien, aucun mouvement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est, cette époque, c'est-à-dire 2017, moi je la ressemble à l'époque le pacte de Balfour en 1917. C'est la même chose. Ce qui a été fait aujourd'hui par Trump et les Américains, et pas seulement, avec la complicité de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, de la Jordanie et des Émirats Arabes Unis. C'est pas nous qui le disons, c'est Donald Trump lui-même qui l'avait dit, des dirigeants israéliens, que cette décision a été prise vraiment en collaboration directe avec des dirigeants arabes et avec Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas. Maintenant, qu'attendons-nous? Moi, j'attends le peuple palestinien, tout d'abord, à qui s'unisse sur un projet commun et à chasser toute personne qui a œuvré depuis des années à une résolution pseudo-diplomatique, mais qu'on voit aujourd'hui l'aboutissement de ce long phénomène qui a commencé depuis 91 par Madrid, par Oslo, et on voit aujourd'hui la carte géographique par elle-même. Vous voyez la carte géographique. Sofiane, une petite question apparemment. Sofiane, une question, justement pour en revenir à ces accords d'Oslo. On a posé la question, je crois, à nos auditeurs. Est-ce que ces accords doivent être dénoncés et pourquoi les Palestiniens continuent en fait à croire à ces accords-là, et pourquoi Mahmoud Abbas est toujours le représentant de l'autorité palestinienne, président illégitime, on le rappelle, alors que il est illégitime effectivement. Voilà, il y a des dirigeants qui nous sont imposés. Aujourd'hui, il y a des dirigeants qui sont imposés afin de faire passer un agenda.
Mahmoud Abbas n'aura jamais le courage de dénoncer Oslo alors qu'il a participé à cet accord d'Oslo en 93, parce qu'il était le bras droit de Yasser Arafat à l'époque, et parmi les stratèges de cet accord. Et aujourd'hui, Mahmoud Abbas, il était légitime depuis 2 ans et demi, mais aujourd'hui, c'est au peuple palestinien de sortir. C'est-à-dire, les 2 seuls moyens où il a un moyen de pression sur Israël qui n'a cessé d'avoir des gifles, surtout depuis l'arrivée de Benjamin Netanyahou, l'extrême droite israélienne qui est alliée avec des messianistes, c'est-à-dire une vision religieuse, vraiment tellement religieuse, alors que Mahmoud Abbas, il est en train de continuer la coopération sécuritaire qui est en Cisjordanie, et en même temps, il continue la collaboration avec Israël à tous les niveaux. Il est en train, vous savez que, et je l'ai dit, moi, le mercredi, quand je suis passé à la radio, il y avait un journal américain qui parlait que Mohammed Ben Salman, le roi d'Arabie Saoudite, avait proposé Abu Dis, la ville de Abu Dis, qui est au nord de Jérusalem, comme capitale. Et Mahmoud Abbas, il continue aujourd'hui, il y va en Égypte, il discute, il continuera de faire, c'est-à-dire, le seul moyen de pression, c'est de dissoudre cette autorité palestinienne, et c'est au peuple palestinien de le faire. Nous, comme peuple musulman, il a besoin d'être aidé, Sofiane. Il y a pas le peuple palestinien, il a besoin d'être aidé aujourd'hui déjà. Maintenant, il a plus d'armes, il crève de faim. Oui, mais maintenant c'est pour dire que ça va pas se faire en claquant des doigts. C'est un mouvement. Déjà, il faut avoir une stratégie commune. Il faut être unis dans un objectif commun, à savoir finir avec ces pseudo-discussions, pseudo-négociations, et de dissoudre l'autorité palestinienne, et d'en finir avec les accords d'Oslo. Sofiane, oui. Aujourd'hui, il y a énormément d'espoir qui est dirigé vers le président Erdogan. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer justement mercredi? Moi, mercredi, pour la coopération islamique, il faut savoir, et tu l'as bien dit la dernière fois, que la Turquie a continué à livrer de l'eau à Israël. Il y a une coopération sécuritaire qui est très très importante malgré le gel des relations après le Maviv de Marmara avec l'incident qu'il y a eu. La Turquie aujourd'hui, l'intérêt de Erdogan diplomatiquement, c'est de revenir sur la scène internationale et de revenir dans le monde musulman après les erreurs, des énormes erreurs qu'il a faites au niveau de la Syrie. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Turquie a contribué au désastre syrien avec l'acheminement des terroristes, avec le pétrole, avec Daesh. Et c'est des moyens de pression qui sont importants aujourd'hui. Je pense pas qu'il ira jusqu'à rompre la relation avec Israël. S'il le fait, je serai le premier à s'en féliciter. Mais je pense qu'il va geler encore une fois une relation et en même temps coopérer sécuritairement, économiquement. Après, maintenant, si l'Iran le pousse à faire un accord et d'être le fervent défenseur de la cause palestinienne, parce qu'il faut pas oublier, si l'Iran se mêle, on va dire que c'est les chiites, on va dire qu'ils veulent prendre Jérusalem, etc., parce qu'avec la propagande des pétromonarchies, vous savez, moi j'ai suivi le discours de Hassan Nasrallah, le premier, et celui d'aujourd'hui, c'est 2 discours différents, et le premier discours, ça se voyait qu'il était vraiment dans l'attente d'une réaction de la population arabe pour être derrière et non pas le premier, mais en même temps, il a dit que Jérusalem ne sera jamais délaissée et que le peuple libanais ou le Hezbollah, avec le camp de la résistance, parce qu'il a parlé ainsi, je porte la parole du camp de la résistance qui commence de l'Iran jusqu'à Hezbollah et du Yémen, comme quoi qu'on ne laissera pas Jérusalem. Mais maintenant, c'est au peuple palestinien. Moi, j'appelle, je pense qu'ils n'ont pas besoin de nos appels. Ils savent très très bien qu'aujourd'hui, s'ils perdent Jérusalem, c'est la fin de la cause palestinienne, parce que je vais vous donner quelques éléments, parce que dans la presse américaine, il y a quelques éléments qui sont sortis de cette, qu'on appelle Fatul Kobra, c'est-à-dire l'accord général, l'accord majeur, qui est en train d'être concocté, je l'ai parlé la dernière fois, que aujourd'hui, par exemple, vous savez, 720 kilomètres dans le Sinaï égyptien vont être donnés aux Palestiniens. Et il y a une ville qui va être construite avec un port, avec un aéroport. Et les pays arabes vont contribuer à cette construction avec les pays européens. Il y aura des centrales nucléaires pour l'Égypte. Il y aura un déplacement des réfugiés palestiniens, 1,5 million presque, qui vont venir habiter dans cette région qui va être un étalement de la bande de Gaza. Et l'Égypte, en contrepartie, elle aura énormément d'avantages économiques. Il y aura un tunnel sous-mer qui va être construit pour relier l'Égypte à la Jordanie et l'Arabie Saoudite, avec des chemins de fer. C'est-à-dire, il y aura une coopération entre Israël et ces pays de la région. Et ces pays-là, ils ont vendu la cause palestinienne. C'est aux populations de le savoir. C'est pas la peine de revenir demain et dire que si, il n'a pas fait cela,
que Mohammed Ben Salman, que l'imam de la Mecque, vous savez que ce vendredi, l'imam de la Mecque a parlé du devoir des enfants envers leurs parents. Et celui de Medina al-Munawwara, il a parlé de l'hiver et de l'été, c'est-à-dire c'est hallucinant. Pas un mot, je vous jure que pas un mot sur Jérusalem. Alors que c'est des gens qui nous ont lancé toutes les fatwas de légitimer même le djihad al-nikah en Syrie, au Yémen, à destruction de l'Irak, que les chiites, c'est-à-dire qui disent « Je donne la ilaha illallah », c'est les ennemis, c'est pas Israël qui occupe des terres, qui occupe Jérusalem. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on a comme avantage, moi personnellement, je le vois, c'est qu'ils ont ouvert les yeux à ceux qui ne voulaient pas voir. Aujourd'hui, il y a une collaboration directe entre les pétromonarchies qui ont tout fait depuis des années, depuis 67, depuis 73, à détruire toute nation qui se lève contre Israël. C'est des monarchies. Oui. Sofiane, ah oui, peut-être que tu as ta question avant. Oui, j'avais une petite question. Oui. Est-ce que tu peux me confirmer ou peut-être me démentir le fait que les autorités algériennes auraient interdit une manifestation pro-palestinienne, enfin concernant évidemment ce qui se passe en Algérie. En Algérie, j'ai une autre information à te donner, Christophe, c'est que l'Algérie a refusé l'envoi de marines américains dans l'ambassade américaine à Alger. Ça, je peux te la confirmer. Je le confirmer cette sur information. La manifestation, Sofiane, sur la manifestation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent. En Algérie, à Alger, il y a une interdiction de rassemblement. Vous pouvez faire une manifestation dans des salles fermées, mais pas dans les rues. Par contre, le peuple algérien également est sorti dans d'autres villes. Il y a à Oran, il y a à Naba, il y a Sétif, dans certaines universités. Moi, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des photos de gens qui ont manifesté. C'est pas une interdiction parce que c'est les pro-palestiniennes qu'elle est interdite tout rassemblement sur Alger, quelle que soit la nature. On peut être pour, on peut être contre. Non, voilà, d'accord. Non, mais ça méritait d'être précisé. Mais dans d'autres villes algériennes, les gens sont sortis depuis après la prière du vendredi, ils sont sortis, par exemple la ville d'Oran. Moi, j'ai vu sur Périscope, les gens sont sortis à Naba, etc. Il y avait pas mal de villes. Mais l'Algérie ou le Maroc ou la Tunisie, c'est-à-dire on va s'étaler, le peuple dans toute cette région est pro-palestinien. Mais on a des dirigeants dans d'autres pays parce que l'Algérie, même si elle hausse le temps, qu'est-ce que vous allez avoir l'Arabie Saoudite qui va, nous, en Algérie, dans les années 90, nous avons payé une guerre civile suite à notre opposition pro-irakienne qui était contre la guerre en 91. Contre la guerre. Et on a vécu une guerre civile. Même, oui. Sofiane, j'en profite, voilà, donc il y a les auditeurs qui te trouvent super, t'es une super encyclopédie. Donc du coup, j'ai une autre question, Sofiane. Ce qu'il en ressort énormément, c'est que effectivement le peuple arabe, enfin en tout cas nous, le peuple musulman ne bouge pas. Est-ce qu'on n'est pas défaitiste, Sofiane? Est-ce qu'on n'est pas défaitiste justement par rapport à des écrits où en fait qui disent en fait que tout ça c'est déjà prédestiné et que les jeux sont faits? Je vais te donner un chiffre, Hanan. Il y a dans les chaînes, dans les satellites Nilesat et Arabsat qui sont vraiment bien trop regardés dans le monde arabe, il y a 1240 chaînes. Et dans les 1200, écoute bien, 496 religieuses. Et quand on voit que le religieux, c'était les frères musulmans et c'était les wahhabites, c'est un défaitisme total qui a été nourri depuis des années envers la population arabe, de nous meurtrir, de nous anesthésier en vérité. Qu'il y a une force qui est imbattable. Israël, elle est imbattable. C'est l'armée qui ne peut être battue par personne. Sauf que depuis 2000, vous avez le Liban qui s'est libéré à travers le Hezbollah. Vous avez en 2006 3000 hommes du Hezbollah qui ont détruit l'armée israélienne, si vous vous en souvenez. Et c'était l'Arabie Saoudite à l'époque qui finançait cette guerre. On a eu Condoleezza Rice dans ses mémoires où elle disait que c'est l'Arabie Saoudite qui a continué. Et Oud Olmert, au bout de 33 jours, il n'a pas pu tenir cette guerre. Ils ont perdu. Nous avons la Syrie qui a financé et militarisé les révolutionnaires palestiniens. Qu'est-ce qu'on a eu? 120 pays qui se sont rassemblés contre la Syrie afin de la détruire, afin de nous dire la démocratie, la liberté, etc. On a rassemblé toutes les crapules à travers le monde. 100 000 personnes. Et aujourd'hui, on pose la question, où ils vont revenir? On parle de départ en Afghanistan, de départ de Libye. On a vu Kadhafi, qui a financé certains Palestiniens. On a vu comment il l'a détruit. C'est-à-dire, nous avons une force, un cheval de Troie, des traîtres arabes, qui ont eu comme objectif de détruire toute nation qui se lève contre le sionisme ou contre Israël. Ça, c'est un fait que personne ne peut le nier aujourd'hui. Et la guerre en Syrie, elle est un révélateur vraiment que personne ne peut aujourd'hui contester. Aujourd'hui, quand vous avez le Qatar, l'Arabie Saoudite, maintenant ils sont en bisbise, le Qatar et l'Arabie Saoudite, mais voilà, un projet frère musulman. Par exemple, les gens critiquent les dignitaires saoudiens, mais j'attends Qardaoui.
celui qui nous a dit que le prophète alayhi salatu wassalam, s'il était de son vivant, il allait s'allier avec l'OTAN pour finir avec Bachar al-Assad. Il est où son allocution et ses devoirs islamiques? La mosquée de l'Aqsa qui n'appartient ni à l'Iran, ni aux Perses, elle appartient aux musulmans et appartient aux chrétiens. Par exemple, le masjid à côté, c'est pas le masjid de l'Aqsa, mais le truc, il est où ce Qardawi pour nous lancer une fatwa? Le Qatar dans la chaîne Al Jazeera, elle nous a fait des appels à assassiner le peuple libyen et le syrien depuis 2011. Pourquoi ils le sont où? Mais je pense que la réponse, elle est claire. Bon, alors Sofiane, bravo en tout cas pour cette brillante analyse comme d'habitude. Je te laisse juste rester avec moi 2 secondes pour accueillir Ali qui est avec nous. Bonsoir Ali. 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 Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Ali. Bonsoir Sofiane. Alors, on t'écoute Ali. Oui, bonsoir. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sofiane. Je te soutiens à 1000%. Tu as été vraiment une boîte d'informations. Je voulais compléter sur ce pseudo-État Israël. Il faut simplement rappeler historiquement qu'en 1948, alors que la Palestine est sous occupation anglaise, comme la France a occupé l'Algérie, comme l'Angleterre a occupé l'Inde, elle était sous occupation, la Palestine, et elle a offert cette Palestine à l'entité sioniste, qui était un mouvement sioniste composé de groupes terroristes à Ghana, CERN, etc. Et donc, alors qu'elle était sous occupation anglaise, on a offert la Palestine, on lui a donné à l'État, aux sionistes. Ben Gourion, je rappelle ce qu'il a dit, une citation qui est vraiment réelle, véridique. Il a dit « Si nous étions des Arabes, nous ne signerons jamais aucun accord avec Israël. » Et ils auraient raison parce qu'on leur a volé leur terre. Donc, effectivement. Donc ce pseudo-État israélien, qui n'en est pas un, il ne repose sur aucune base juridique ni légale au niveau international ni quoi que ce soit. Donc c'est un hold-up qui a eu lieu en 1948, qui dure toujours actuellement, et que certains États occidentaux, dont les États-Unis, il y a eu la France, il y a eu l'Angleterre, l'Allemagne, tout ça, et suivi des Saoudiens, Qatar et des traîtres au niveau des Arabes, ils veulent légaliser ce hold-up 70 ans après. C'est toujours un hold-up, ça n'a rien changé. Merci Ali. Voilà ce que je voulais dire. Bon, c'est dit en tout cas. Sofiane, en un mot pour conclure peut-être par rapport à ce qu'a dit Ali. Voilà, il a parlé de Ben Gurion, que je salue Ali. Il y a Golda Meir, en 1969, disait « Quand la mosquée d'Al-Aqsa a été brûlée, je n'ai pas réussi à dormir la nuit car je pensais que les Arabes allaient entrer en Israël en foule de tous les côtés. Mais quand vint le matin et que rien ne s'est passé, j'ai alors compris que nous pouvons faire tout ce que nous voulons de cette communauté d'or. » Voilà, c'est Golda Meir en 1967. C'est des dirigeants qui ont des visions sur le long terme. C'est de ne pas s'arrêter aujourd'hui sur des questions, est-ce que l'Algérie, est-ce que le Maroc, est-ce que tel ici. Vous avez un peuple palestinien aujourd'hui qui nous a donné des leçons depuis 1948, qui se bat seul avec peu de soutien de certains dirigeants musulmans, de peuples musulmans. Et aujourd'hui, j'espère de tout cœur qu'il sera de ce grand pacte qui est en train d'être concocté par Donald Trump. Je vous ai donné quelques éléments sur les accords économiques, etc. Mais aujourd'hui, si Jérusalem, elle est perdue, il faut savoir que peut-être demain, la mosquée de l'Aqsa soit détruite et que tout le monde continuera à dormir. Sofiane, voilà. On se rappelle demain éventuellement, puisque la crise peut-être nous l'impose et à chaque jour des nouveaux éléments. Il y a des informations. Merci Sofiane, et demain. Voilà. On va rester évidemment en contact. Salut Sofiane, merci beaucoup. Allez, dans un instant, faut qu'on parle un peu de l'Algérie parce qu'il y a eu des choses de signées donc entre la France et l'Algérie. On va parler aussi de Wauquiez un petit peu parce que ça y est, il a été élu à la tête des LR. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la droite française? Pas franchement. Dans un instant, on en reparle avec vous et puis évidemment le coup de cœur. Il a été élu à près de 75%. Absolument. Donc pour les militants, ils l'ont choisi. Ah bah oui, ça c'est clair. Un pur sarkozyste pour le coup. Peut-être même pire d'ailleurs. Allez, dans un instant, on est de retour sur le France Maghreb 2 pour le LGF. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, une émission comme il n'en existe nulle part. Je serais tenté de vous dire, Méfiez-vous des imitations, quoi. Voilà, où on peut tout dire, il y a un vrai débat, puis surtout qui laisse la place aux auditeurs. On peut tout dire dans la limite évidemment du respect, pas d'appel à la haine, pas de diffamation. C'est ce qu'on s'attelle à faire tous les jours
en essayant effectivement de donner la parole au peuple, parce qu'il a la parole, le peuple, il a envie de s'exprimer, le peuple. Il est évidemment un petit peu, comme on a pu l'entendre tout à l'heure, au travers des dires de Fatima, un peu énervé, un peu frustré par moments. Et cette émission sert un petit peu à un axe de réflexion qu'on peut avoir quotidiennement ensemble, à essayer d'avoir aussi des personnes qui soient sensibilisées par telle ou telle cause, et puis on essaye d'évoquer différents sujets qui sont variés dans cette émission, ce qui fait d'ailleurs donc le succès, j'ai envie de dire, du Grand Forum. Et vous êtes de plus en plus, je le sais, à nous rejoindre, et je vous salue d'ailleurs, où que vous soyez, qui que vous soyez, à venir contribuer aussi par vos propos, par votre réflexion. Pas besoin d'être intellectuel, hein, quand on voit le niveau des intellectuels en France, à l'image de Finkielkraut qui serait soi-disant intellectuel, bah écoutez, ça nous laisse beaucoup de chance pour beaucoup de gens. Alors, eh bien écoutez, on va repartir, on va enchaîner maintenant sur d'autres sujets, bien sûr, à l'image donc de l'Algérie, que l'on va évoquer tout de suite. Et on va parler d'abord de ce rapport des libertés publiques recul en Algérie. C'est le constat que dresse la Ligue des droits de l'homme dans son dernier rapport. Le texte pointe plusieurs libertés en régression dans le pays. Les travailleurs, par exemple, ont moins le droit de manifester, alors pourtant que la colère monte depuis plusieurs mois contre les inégalités. C'est un rapport inquiet des inégalités qui se creusent au sein de la société. La Ligue souligne le renforcement de disparités flagrantes dans le pays et note l'augmentation des manifestations pour réclamer l'amélioration du niveau de vie. L'année 2017 a été une année de contestation et de grève selon l'organisation. Son rapport liste toute une série d'événements où enseignants, chômeurs ou fonctionnaires n'ont pas pu manifester, se réunir comme ils le souhaitaient. Dans ce texte, la Ligue souligne que des poursuites pénales ont été lancées contre plusieurs défenseurs des droits humains et s'inquiète des poursuites en cours contre des syndicats dans des entreprises privées. Le président de la Ligue résume: malgré quelques avancées, il n'y a pas de rupture, mais bien une continuité dans la répression, les violations des libertés publiques et des droits de l'homme. Ce week-end, c'est la réunion annuelle de la deuxième Ligue des droits de l'homme qui a été interdite par les autorités de Béjaïa. Voilà pour ce rapport que je voulais vous donner. Évidemment, chacun peut se faire son avis, mais je voulais aussi vous dire et vous parler de ce qui s'est passé mercredi et jeudi. Et au menu de cette rencontre entre les deux premiers ministres, particulièrement jeudi, eh bien, c'était formation et emploi des jeunes, sécurité au Sahel et en Méditerranée, partenariat économique, qui ont constitué les trois axes de la réunion de la 4e session du comité intergouvernemental algéro-française, qui s'est réuni donc jeudi matin à Paris sous la présidence des premiers ministres Édouard Philippe et Ahmed Ouhiaya. Ces priorités sont des défis à relever conjointement dans une coopération ancienne parfois complexe mais très prometteuse, a souligné le premier ministre Édouard Philippe. Les travaux ont aussi porté sur les dossiers qui sont abordés lors de la visite d'État qu'effectuera le président Macron courant 2018. Ils ont aussi, sur la proposition retenue par les deux parties, à la faveur de la visite donc de travail et d'amitié, Emmanuel Macron, mercredi à Alger, celle de la constitution d'un mécanisme conjoint lié à l'investissement. Le Premier ministre français Édouard Philippe ne voit pas dans les relations algéro-françaises une nouvelle ère, mais une volonté partagée qui s'est exprimée mercredi et jeudi. Nous voulons construire un partenariat d'exception entre nos deux pays. C'est le nombre de 450 entreprises françaises en Algérie semble modeste aux yeux des Algériens. Le Premier ministre français observe que de nombreux projets d'investissement sont en gestation. La réunion qui venait de s'achever a constitué aux yeux de M. Ouhiaya un rendez-vous d'une dimension particulière. Il est en lui-même cultivé de ce partenariat d'exception. Il est exceptionnel car il couronne beaucoup de rencontres bilatérales. Rappelant que 22 accords ont été signés à ce jour, il s'agit de préparer le document donc cadre de la coopération bilatérale pour les 5 ans à venir et la nécessité donc de faire avancer davantage de dossiers pour préparer la visite d'État, que je vous rappelle parce qu'il y en aura une début 2018 de Emmanuel Macron en Algérie. Courant 2018, donc, il a relevé aussi par ailleurs une entente totale en ce qui concerne la coopération en matière de paix et de sécurité. Sur la question du Sahel, le Premier ministre algérien a indiqué qu'avec le Mali, un voisin avec lequel l'Algérie est engagée depuis longtemps, est à l'initiative d'ailleurs d'un accord de paix intermalien, le 4e à ce jour. Dans le cadre de la recherche de la stabilité au Mali, l'Algérie travaille avec des partenaires internationaux. Nous avons un cadre initié il y a une décennie avec les voisins du sud de l'Algérie, qui réunit d'une part les intermajors et d'autre part les services de renseignement, a rappelé donc M. Ouhiaya. L'Algérie a une barrière constitutionnelle, ses forces armées ne sortent jamais de ses frontières nationales. Nous continuons
continuerons à coopérer sous d'autres formes, a-t-il souligné monsieur Ouyahia, et de conclure que, quelles que soient les nationalités qui sont les nôtres, nous combattons un même ennemi que l'Algérie combat et ne cesse de dire depuis de nombreuses années qu'il n'a pas de frontières. Nous travaillons aussi étroitement pour trouver des réponses à des situations ponctuelles et durables, a-t-il souligné. S'agissant du dossier mémorial, ce n'est pas pour enfermer l'Algérie dans le passé, mais pour donner plus d'élan à la coopération bilatérale à venir, a soutenu devant la presse monsieur Ouyahia. Sur les archives, le Premier ministre algérien a noté une bonne percée, la disponibilité de notre partenaire à nous fournir de la duplication de toutes les archives dans un premier temps. Sur l'accord de 1968, portant, vous le savez, sur la circulation et le droit au séjour des Algériens en France, le Premier ministre français le considère comme un bon accord, clair et vivant, tandis que son homologue algérien estime qu'heureusement que les Algériens ont cet accord. Sa mise à jour devrait d'ailleurs inclure un document annexe pour gérer une catégorie qui n'est pas couverte jusqu'alors, celle de jeunes qui vont faire des stages, a-t-il souligné. Pour les étudiants et les retraités, cela se passe bien. Cette appréciation, évidemment, est loin d'être partagée par les principaux intéressés. 11 accords ont été signés donc à l'issue de la réunion de jeudi, à laquelle ont pris part plusieurs ministres de part et d'autre. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur cette rencontre qui a eu lieu, très importante, au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie, entre les deux premiers ministres à Paris, et donc plusieurs ministres de part et d'autre qui ont pris part et qui préparent, donc vous l'avez compris, cette visite d'État en Algérie pour le premier trimestre visiblement de 2018 d'Emmanuel Macron, qui arrivera, paraît-il avec depuis qu'il est élu président, Emmanuel Macron, la plus grosse délégation qu'il emmènera avec lui. Ça sera pour l'Algérie début 2018, avec beaucoup de chefs d'entreprise, des ministres, une grosse visite d'État qui se prépare donc en Algérie début 2018 pour le président français en Algérie. Voilà pour en tout cas ce sujet. On va maintenant passer, si vous le voulez bien. Alors juste si je peux me permettre. Vas-y, Anna, oui, bien sûr. Tant mieux qu'il retourne en Algérie, qu'il y ait des accords entre ces deux pays. Mais la presse africaine a vraiment titré beaucoup sur le fait qu'il assume absolument pas le passé colonial. Vous avez dû en parler la semaine dernière de cette phrase tragique où il répond à un jeune Algérien qu'est-ce que vous venez m'embrouiller, quand il lui pose la question de reconnaître en fait les fautes coloniales. Et du coup je voulais en profiter pour dire aux auditeurs qu'on a une super émission qu'ils peuvent retrouver sur YouTube, qui s'appelle Interroger son histoire pour mieux se construire, donc de notre chère chroniqueuse Nadia Layouni, où elle invite en fait une psychologue psychanalyste qui est auteure du livre Révolte postcoloniale au cœur de l'Hexagone, et qui du coup nous explique avec ça m'a fait énormément de bien d'écouter cette émission de 40 minutes, où en fait elle nous explique de quelle manière nous Français d'origine maghrébine, et notamment les Français d'origine algérienne, sont encore impactés par cette histoire coloniale. Donc vraiment, allez voir c'est le Nadia Lazouni Show, voilà, sur ce Pick-up Channel, voilà, sur YouTube. Interroger son histoire pour mieux se construire, et ce serait bien qu'il écoute cette émission et qu'il revienne avec une vision un peu plus différente de ce qu'il a pu en dire là lors de son premier voyage, ce monsieur Macron. Un rapide coup d'œil concernant le zapping. Alors on en parlait évidemment depuis tout à l'heure. C'est donc Alain Finkielkraut sur RCJ qui a parlé de l'hommage à Johnny en regrettant l'absence donc des gens de banlieue, avec des propos que l'on pourrait largement qualifier de propos extrêmement racistes. Écoutez plutôt, c'est très court. Le petit peuple, les petits blancs, est descendu dans la rue pour dire adieu à Johnny. Il était nombreux et il était seul. Les non-sous-chiens... Vous voulez dire que les banlieues n'étaient pas de Charlie. Les non-sous-chiens... N'étaient pas de Johnny, pardon. Les non-sous-chiens brillaient par leur absence. Voilà, ça c'est du Alain Finkielkraut donc hier matin, et on en a largement évidemment parlé depuis tout à l'heure. Je pense qu'il y a une association qui va porter plainte. Écoutez, espérons. Là, je pense pas que ça va passer. On en parlait aussi tout à l'heure, invité du grand jury RTL LCI Le Figaro,
hier, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, interrogé sur les mamans qui accompagnent les sorties scolaires, les enfants dans les sorties scolaires et qui portent le foulard. Va-t-il revenir sur ce point? Voici sa réponse. Alors, c'est un sujet sur lequel il y a une jurisprudence du Conseil d'État. C'est un sujet sur lequel je ne suis pas le seul décideur. C'est un sujet sur lequel mon approche personnelle, c'est que toute personne qui accompagne les élèves est en situation d'être ce qu'on appelle un collaborateur bénévole du service public, c'est le terme juridique. Autrement dit, qui doit se conformer à un certain nombre de devoirs. C'est ma position. Donc maintenant, pas de voile pour les accompagnatrices? Normalement, non. Voilà, ça c'est la position du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, hier chez nos confrères d'RTL, LCI, Le Figaro. Ma chère Anan, petite réaction, non? Excuse-moi, tu peux me répéter? Sur le fait que Blanquer dit qu'effectivement les femmes ne doivent pas ne porter le foulard quand elles accompagnent les enfants lors de sorties scolaires. Voilà, ça refait surface. Alors ça refait surface et voilà. Donc du coup il dit qu'il faut pas qu'elles portent le foulard? C'est ça. C'est honteux de dire ça. Je veux dire, à partir du moment où elles accompagnent leurs enfants, qu'elles sont là pour faire le bien, pour des raisons de sécurité également, on leur interdit de venir. Mais c'est très très grave. On les interdit déjà de rentrer dans l'école de toute façon, donc on n'en est plus à là, quoi. Ça sera aujourd'hui, par contre, ça n'existe pas. Moi, j'ai une amie qui porte le foulard, qui a du temps, et les maîtresses d'école souvent la sollicitent et ça se passe très bien. Alors, peut-être ça fera d'ailleurs l'objet d'une question pour demain, éventuellement, on verra, on prépare. Pour finir ce zapping, avant de passer au coup de cœur de Hanan Zawani, après les Tunisiens samedi, ce sont les Marocains qui ont défilé hier par milliers pour protester contre la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Jérusalem, c'est un des enjeux cruciaux du conflit israélo-palestinien, vous le savez. La décision de Donald Trump, donc, soulève l'indignation dans de nombreux pays à majorité musulmane. Le Maroc fait partie, évidemment, des pays qui se mobilisent, car Jérusalem, c'est un enjeu de politique extérieure pour Rabat, comme l'explique le politologue marocain Youssef Bellal. Je propose de l'écouter. Pour le Maroc, c'est une question particulièrement importante, une question pas simplement politique, mais aussi une question, je dirais, spirituelle, parce que le roi du Maroc est aussi le président du comité Al-Quds, le Quds qui est le nom arabe de Jérusalem, et ce comité qui a été créé en 1975 par le père du roi actuel, le roi Hassan II, visait très précisément à montrer la solidarité des pays musulmans, et pas simplement des pays arabes, avec la cause palestinienne, mais principalement sous son aspect religieux et spirituel, puisque cette organisation contribue à financer des projets de solidarité des écoles, des hôpitaux au sein de Jérusalem, et qui donc visait à préserver la dimension islamique de Jérusalem aux côtés de son histoire judaïque et chrétienne. Donc c'est pour cela aussi qu'au Maroc, cette question revêt une importance symbolique particulière eu égard au rôle de la monarchie dans la préservation de l'héritage religieux de Jérusalem. Voilà, c'était donc le politologue marocain Youssef Bellal qui s'exprimait sur cette mobilisation marocaine qui a été très importante hier, ainsi qu'en Tunisie d'ailleurs, faut le saluer. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, au coup de cœur d'Hanan Zawani. C'est parti, jingle. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors, ton coup de cœur, ma chère Hanan. Alors, justement, je voulais parler des entrepreneuses et plus spécifiquement des entrepreneuses françaises de confession musulmane. Donc, qui sont-elles? En fait, on se rend compte que depuis peu, les musulmans en Occident et plus particulièrement en France, ils représentent une force montante dans le monde du travail et que face au durcissement des règles et des comportements vis-à-vis des femmes musulmanes, donc l'interdiction du voile, même à l'école publique, on va dire, la discrimination à l'embauche et la violence, et avec cette émergence en fait d'une génération plus pratiquante, les musulmanes en fait elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans l'entrepreneuriat et à se lancer dans l'entrepreneuriat engagé, on va dire. Donc je souhaitais faire mon coup de cœur sur l'une d'entre elles, donc qui s'appelle Hasna, et qui lance en fait une boutique en ligne de vente de tableaux photographiques et d'objets déco, donc pour les passionnés d'art islamique et
orientale. Donc Hesna en fait en créant cette boutique, elle contribue en fait à améliorer la décoration intérieure, l'embellir, tout en y apportant en fait une touche spirituelle. Voilà, pour vivre dans un espace en fait qui nous ressemble et qui favorise le bien-être de notre âme et de notre cœur. Donc elle va veiller en fait à apporter un grand choix de photographies qu'elle a prises elle-même durant ses nombreux voyages et qu'elle a choisi en fait de reproduire en édition limitée. Donc pour jouer la carte de la différence et offrir un caractère précieux à chaque tableau. Donc encore 2 petites minutes, Christophe, je vois que tu t'impatientes pour faire le portrait de cette jeune femme. Donc elle a 36 ans. Elle est issue de la banque Finance. Elle était chargée d'affaires d'entreprise chez BNP Paribas avant. Elle a également passé son diplôme en finance islamique en 2016 à Dauphine. Donc je lui ai posé la question de pourquoi l'entrepreneuriat, et sa réponse est juste sublime. Pour m'éclater, me sentir vivante et m'épanouir. Wallah, elle dit, j'ai envie d'être libre et à mon compte et surtout faire ce que j'aime. Voilà, ça me donne des frissons. Donc je vous invite à aller sur sa page Facebook. Donc c'est Hesna Cdine Zain, donc Hesna H-A-2-S-N-A C-D-2-E-N-Z-I-N. Elle est actuellement au Maroc justement. Elle est en train de finaliser la création de son entreprise. Son site internet est en cours de création. Elle a lancé sa page il y a 2-3 jours et elle est déjà à 500 likes. Et je suis tout à fait persuadée qu'elle va totalement cartonner parce qu'elle est brillante, parce qu'elle est créative, comme toutes ces femmes entrepreneuses qui se lancent. Voilà. Merci Anan et bravo à elle en tout cas pour cette bravo initiative. À Hesna et puis à très bientôt. Gros bisous Hesna. Peut-être qu'on aura l'occasion de... Oui, alors exactement, on pourra commencer à la recevoir après le 12 janvier. Voilà. Ah super, le rendez-vous est pris d'ores et déjà, donc avec cette Hesna qui peut donner peut-être de l'envie à beaucoup d'autres. Exactement. Aussi, il y a énormément d'initiatives, notamment reprises sur le site Akhawat Business, donc avenue des Sœurs. Il y a énormément d'initiatives. Donc un grand big up à toutes ces femmes françaises d'origine musulmane qui font de leur voile en fait, entre autres, qui aujourd'hui sont totalement stigmatisées. Et elles en font une force et elles vont sur des marchés où il y a une clientèle, tout simplement. Alors, pour terminer ce LGF avant Libertad, avant de vous donner la parole de nouveau, 01 40 33 9000 en toute liberté, l'annonce n'a rien d'un scoop. Elle était pour tout dire d'ailleurs attendue, mais elle est depuis hier soir officielle, Laurent Wauquiez, le nouveau patron de la droite française. C'est avec lui donc que les Républicains espèrent tourner la page d'une année 2017 marquée du saut de la défaite à la présidentielle que législative. D'ailleurs, il n'y aurait pas eu de surprise. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy a été élu avec près de 75% des voix, laissant loin derrière ses deux adversaires. Élection est très nette, et dès le premier tour, d'ailleurs, c'était l'objectif que s'était fixé Laurent Wauquiez qui a commencé son discours par un remerciement à ses quelques 73 000 électeurs. Écoutez le discours. Vous avez envoyé un message qui est un message sans ambiguïté. Oui, ce soir, nous pouvons dire la droite est de retour. La droite est de retour, a-t-il dit, mais divisée en tout cas, puisque les scores de ces deux adversaires quasi inconnus sont loin d'être anecdotiques. Florence Portelli, Filloniste, recueille tout de même 16% des voix contre 9% pour le jupéiste Maël de Calan. Alors Laurent Wauquiez le sait, après avoir fait une campagne très à droite, il va devoir rassembler. Il a d'ailleurs lancé un appel à plusieurs poids lourds du parti qui ne l'ont pas soutenu dans cette campagne, comme Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou Christian Estrosi. Écoutez cet appel. Je peux aussi dire aux personnalités qui n'ont pas voulu s'engager dans cette campagne que je respecte leur choix. Ils ont du talent. Eh bien aujourd'hui, quand on a du talent, il faut le mettre au service de notre famille. Et personne ne peut plus rester spectateur. Alors, bonne nouvelle pour Laurent Wauquiez, la participation, près de 100 000 adhérents quand même ont voté. Un succès selon le secrétaire adjoint du parti qui d'ailleurs devrait peut-être annoncer sa démission incessamment sous peu. Ma chère Anan, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la droite, Laurent Wauquiez ?
Pour les militants et puis les adhérents, ils ont été pratiquement 50%, voire un petit peu plus, à s'être déplacés. Donc 100 000 de participation, c'est un succès énorme. Pour les grands ténors des Républicains, ça dépend de quel côté ils se placent. Donc les Brice Hortefeux et les Sarkozy sont ravis. Alain Juppé, qui ne l'a pas soutenu en fait en soutenant un autre candidat, je suppose qu'il est moins ravi. Donc en tout cas voilà ce qu'il en ressort sur les témoignages des adhérents au parti républicain, c'est que Laurent Wauquiez représente la vraie droite, très droite, j'ai entendu ce matin, et ils en sont totalement ravis. Donc une annonce qui a été faite, c'est qu'il y aura pas d'accord avec Marine Le Pen. Donc un de leurs objectifs, je suppose, c'est de récupérer l'électorat qu'ils ont perdu et qui s'est en allé chez Marine Le Pen. Par contre, de l'autre côté, ils vont perdre l'électorat de droite qui est un petit peu plus à gauche. Et en fait, il y a un espèce de va-et-vient qui va se faire. Et beaucoup de personnes, je pense, vont partir du côté de Macron, parce que là, Wauquiez, il va pas être tendre du tout. En tout cas, c'est ni une mauvaise nouvelle pour nous, ni une bonne nouvelle. On est habitué à ce type de discours. Donc voilà, après, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas une grande force qui nous représente politiquement pour rééquilibrer un peu tous les discours stigmatisants dont que Laurent Wauquiez ne cesse lui aussi de propager au sein de la population française, quoi. Emmanuel Macron, pour finir, a déjeuné ce midi avec Béjica Essebsi, qui est à Paris, le président tunisien. On vous en reparlera évidemment, peut-être probablement demain, à l'issue de cette rencontre qui a eu lieu au Palais de l'Élysée ce midi. Dans un instant, Libertad sur France Maghreb de 01 40 33 9000. Vous avez envie de vous exprimer, coup de gueule, coup de cœur, réaction à l'émission, ce que vous voulez, n'hésitez pas. 01 40 33 9000, c'est à vous dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, avec, pour terminer évidemment, Libertad sur France Maghreb 2, la possibilité pour vous, à vous de nous appeler au 01 40 33 9000 pour nous dire, je ne sais pas qui vous êtes d'ailleurs, ni ce que vous allez nous dire, vous allez pouvoir nous le dire avec Anan. Maintenant tout de suite, 01 40 33 9000, allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Christophe. Bonsoir docteur. Voilà, donc, et bonsoir à madame Hanan. Bonsoir. Bonsoir mon ami. Voilà, en un mot, j'appelle tardivement, j'ai écouté le docteur Soufia et ainsi de suite, Ali. Et vous, tout le monde, en résumé, il faut éviter de dire c'est un conflit entre l'ensemble des musulmans et les juifs. Ça, c'est une erreur historique. J'en reviendrai. Ça, on rentre dans un piège. Ça a été en 48 jusqu'à... C'est un mouvement de libération nationale. On n'a jamais parlé de ça, docteur. On n'a pas parlé d'un... Pas vous. Non, loin. Alors là, donc je m'exprime mal. Les gens, enfin les médias, tout ça. Là, oui, c'est dans le piège dans lequel on veut nous faire tomber, ça, c'est sûr. Non, pas vous. Non. Ça, il faut, en général, je veux dire, on doit pas parler. Ouais. C'est un piège. En un mot, dans le mouvement palestinien de libération, ce qu'on appelle le front de FDP, FLP et ainsi de suite, il y avait bien des Palestiniens d'origine israélite, des Juifs qui combattaient et qui sont réfugiés en Algérie en 82, après les histoires du Liban en 82. Et là, ils ont dit, c'est un mouvement de libération. Si on rentre dans un piège que l'ensemble des musulmans sont contre les Juifs en Israël, c'est un piège. C'est un mouvement de libération nationale à éviter de tout ce qui est confessionnel, chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, tout ça. Voilà ce que j'ai à dire. Merci docteur. Allez, au revoir. Merci, bonne soirée. 01 40 33 9000, Libertad sur France Maghreb 2 tous les soirs. Avant de terminer cette émission, évidemment, vous nous appelez en toute liberté. France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Oui. Oui, c'est moi, Mouziane. Oui, Mouziane, t'as appelé tout à l'heure, faut laisser la place au copain, mon ami. Ouais, je vais juste dire un mot, là, vite fait, là. Quoi? Ouais, je voulais dire comment le président Poutine devrait déclarer la capitale et mettre son ambassade à Jérusalem. Ah bon, pourquoi?
comme quoi que c'est la capitale palestinienne. Ah d'accord, ok. Merci Méziane. 01 40 33 9000. Non mais en plus j'avais fait un statut, on avait fait un statut avec ça. Ouais. Oui, que les dirigeants arabes ou faire la même ceux chose, qui sont pro-palestiniens, ils font une loi eux aussi. Et puis ils déclarent Jérusalem capitale de la Palestine, pourquoi pas. Allô, bonsoir. Salut, c'est Youssef. Salut Youssef. Ton équipe du Qatar là, elle va te faire sortir dès le prochain tour. Hein. Arrête, non, c'est pas gentil Youssef, franchement c'est pas gentil. Sortir le PSG, moi je te dis. C'est pas gentil Youssef, franchement c'est pas allez gentil. Allez le Real, sortez-moi le Qatar. Apparemment ils vont se faire cartonner. Salut Youssef, à bientôt. 01 40 33 9000 et Youssef fait référence au tirage de la Ligue des Champions. Effectivement, le PSG a tombé sur parce qu'il fallait éviter évidemment en huitième de finale contre le Real de Madrid. Mais attendez, hein, c'est pas joué, hein, mon ami. Hein, faut pas vous croire gagnant direct. Hein, le Real, c'est pas ça qui nous fait peur. Hein. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel, cher monsieur. Alors, les Yvelines. Oui. Pardon, tu m'as dit quoi? Le prénom, ton prénom. Mohamed. Mohamed, qu'est-ce qui se passe, Mohamed? On t'écoute. Ok. Voilà, c'est juste pour répondre à monsieur Méziane. Oui. Dire que le sioniste, c'est lui qui a autorisé à faire des manifestations et les non-sionistes, ils n'ont pas autorisé à faire la manifestation. Il va comprendre. Très bien. Bon, j'ai pas tout compris, mais lui il va comprendre en tout cas. Merci beaucoup. C'est Mohamed. 01 40 33 9000 pour encore un ou deux, on verra. France Maghreb 2, bonsoir. Allô. Oui, allô. Bonsoir, prénom et ville d'appel, cher monsieur. Salut, c'est l'inconnu d'Orléans. Salut, on t'écoute. C'est pour dire qu'on a caillé aujourd'hui à Orléans et il y avait du vent, donc j'avais un peu peur aujourd'hui. Ah ouais, c'est clair, il caille, hein. Il caille. Bah, soyez prudents les gars, vous faites quoi dans la vie? On travaille dehors dans le TP. Ouais, soyez prudents en tout cas. Bon courage. Dans le BTP. Bon courage à vous les gars. Je connais très bien ce domaine. Salut, à bientôt. Salut à toi, merci, bon courage. 01 40, soyez prudents évidemment, parce que avec le vent là, ça a bien soufflé. Bon, heureusement ça va se calmer, hein, visiblement. Mais les températures vont continuer de baisser. Allez, un petit dernier. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Régine de Versailles. Je vous appelle, c'est juste pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour le peuple musulman. Voilà. Merci beaucoup. Régine. Bonne soirée à Versailles. Ciao. Et ben voilà, c'est terminé pour ce soir, ma chère amie c'était Alan. Une belle émission avec des sujets lourds, certes, hein, sur la Palestine. Donc on va suivre lourd émotionnellement, en fait, c'est ça, lourd émotionnellement. Donc on a hâte d'être à mercredi puis de voir ce qui va en être. Effectivement, merci beaucoup Anan, bonne soirée à tous. Il y a une pétition qui tourne en ce moment, elle est à plus de 1 million. C'est quoi la pétition? C'est une pétition, c'est symbolique pour que Jérusalem soit capitale de la Palestine. D'accord. C'est symbolique, voilà, mais bon. Ouais, allez, on continue dans le symbolique parce que parfois ça fait rêver, ça fait du bien. Dans un instant, Medjed sur France Maghreb 2 jusqu'à 20h. Belle soirée à vous sur France Maghreb 2. Il est pile 18h et j'aime quand je rends l'antenne à l'heure. Ça veut dire que c'est bon. À lundi prochain. Absolument. Merci beaucoup. Demain avec Youssef Brakni et Yossine Ras sur France Maghreb 2. Bonne soirée. Retour demain à 16h10 sur France Maghreb 2. Marine Garel, bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Tentative d'attentat terroriste ce matin dans le métro new-yorkais. Un homme a fait exploser un engin rudimentaire qu'il portait sur lui peu après 7h30. Les faits se sont produits dans une gare à proximité de Times Square. Elle a provoqué un mouvement de panique. L'auteur âgé de 27 ans a été blessé. 3 autres personnes le sont également. L'homme a pu être interpellé. Peut-être du nouveau dans la mort des 2 policiers de Magnanville. Un proche du djihadiste Larossi Abdallah, qui a tué en juin 2016 un policier et sa compagne à leur domicile dans les Yvelines, a été placé en garde à vue aujourd'hui. Son ADN a été retrouvé sur les lieux. Âgé de 24 ans, il est connu pour s'être radicalisé. Il avait déjà été entendu dans le cadre de cette affaire. Ses traces ADN ont été retrouvées sur les lieux et plus précisément sur l'ordinateur portable des victimes. 24 départements toujours en vigilance orange pour vent violent, mais également pour vagues, submersion, pour avalanches et pour neige et verglas. Et c'est la tempête Anna qui concentre toutes les attentions. Après avoir balayé la Vendée, elle progresse désormais à l'intérieur des terres. 110 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Le père d'un bébé de 2 mois a porté plainte contre Lactalis pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Au total, 620 lots de produits infantiles du groupe Lactalis ont été retirés des rayons en raison d'un risque de contamination par des salmonelles. Le nombre de morts sur les routes en hausse de 8,9% en novembre, avec 281 personnes tuées contre 258 en novembre 2016, soit une augmentation de 8,9% selon les chiffres publiés aujourd'hui par la sécurité routière.
Sport football, et c'est le sort qui en a décidé ainsi. Le PSG affrontera le Real Madrid pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens vont tenter de faire mieux que l'an dernier où ils avaient été éliminés à ce stade de la compétition. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.